dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, créateurs du site papadis-moi.fr. Nous vous proposons une nouvelle série sur les questions d'orientation professionnelle que peuvent se poser les enfants. À chaque épisode, un nouveau professionnel qui va nous présenter son métier. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour la série « Travailler dans un métier de l'artisanat d'art » et on explore le métier du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Papa dis-moi. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Aubin Nicolo qui est ébéniste marketeur d'art. Bonjour Aubin. Bonjour à tous, c'est bien moi, je suis présent. Merci beaucoup de venir sur notre podcast. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre métier ? Eh bien, comme cité précédemment, je suis ébéniste marketeur d'art depuis bientôt 3 ans. Donc voilà, suite à une reconversion professionnelle, je faisais complètement autre chose avant, et avant je faisais encore complètement autre chose, et ainsi de suite. Ouais. Et voilà, donc j'ai passé un CAP ébéniste marketeur d'art. Ouais. Et voilà, ça m'a permis de me former et d'avoir des bonnes bases, et j'avais de la chance parce que j'étais en alternance en même temps dans une très bonne entreprise qui faisait du luxe, etc. Donc j'ai pu quand même être bien formé, voilà. Et là actuellement je suis à mon compte depuis octobre, donc je suis associé avec une autre personne qui produit surtout de la charpente et d'autres choses dans le bois, et qui a pris la direction d'entreprise en fait, voilà, qui s'occupe de la création et tout ça. Et moi, je suis vraiment à la production, donc je m'occupe, je suis à la fois un pur technicien pour faire des choses vraiment plus dans le gros œuvre, dans les gros assemblages, des choses comme ça. Et j'ai quand même le côté artiste aussi artiste. Un artiste, je sais pas s'il peut toujours se qualifier lui-même d'artiste, mais voilà, techniquement, oui, c'est de la marqueterie d'art, donc je produis de la marqueterie d'art, c'est un peu notre élément central. Et voilà, c'est un petit peu tout. Vous pouvez détailler un petit peu, alors pour les enfants qui nous écoutent, Bien sûr. C'est pas forcément clair, c'est quoi la marqueterie d'art du coup qu'est-ce que vous faites en fait ? Alors, en gros, du coup, la marqueterie d'art, c'est un peu une extension du métier d'ébéniste. C'est un peu une différence entre le métier de menuisier et le métier d'ébéniste. Aujourd'hui, souvent, les deux métiers sont un peu mélangés. Souvent, un ébéniste va faire de la menuiserie, des choses comme ça. Mais l'ébéniste, il utilise, principalement son premier matériau, ça reste le bois, mais ça va être du plaquage. Donc le plaquage, c'est vraiment des tranches très fines de bois, vraiment des tranches, c'est tranché vraiment très finement, donc de l'ordre de moins d'un millimètre en général. Et il va être amené à travailler avec des plaquages qui sont surtout du bois précieux ou des matières un peu nobles, un peu rares, un peu voilà. Et la marqueterie, c'est une déviation de ça, ou quelque chose qui est issu de ça, et qui va c'est un puzzle, c'est un tableau fait à partir de pièces de puzzle faites en bois. Donc on va utiliser plusieurs essences d'arbres. Donc voilà, quand on parle d'essence, quand on parle d'arbres différents, on va parler d'essence d'arbres. Donc le chêne, c'est une essence, par exemple, le noyer, c'est une essence d'arbre, etc. Et on va utiliser les propriétés de chaque essence de bois qui existe dans le monde. Il y en a des dizaines de milliers, et qui vont tout avoir leur particularité visuelle de couleur ou de choses comme ça. Super. Et grâce à ces différentes couleurs et ces différentes textures, etc., on va pouvoir assembler les pièces exactement comme un puzzle. C'est littéralement un puzzle. Donc on assemble les pièces ensemble, et ça va donner, on va pouvoir reproduire des dessins, des choses comme ça, en utilisant comme médium, comme matériau, le bois. Et donc des tranches fines de bois qu'on assemble exactement comme un puzzle. C'est ça la marqueterie. Voilà. Et c'est très joli et magnifique. Merci beaucoup. On essaye. C'est pas facile, mais faut de la patience, il faut de la minutie, parce que les pièces peuvent être très petites. Mais voilà, on essaye. C'est ça. Donc si on résume, il y a la menuiserie, c'est vraiment fabriquer des meubles. La menuiserie, ça va vraiment être les portes, les huisseries, les tables un peu moins. En fait,
c'est pas pour cracher sur les menuisiers. On s'entend parce que moi-même j'en fais, mais ça va être moins, il y aura moins le côté artistique. Oui, voilà. Et il va pas travailler de plaquage. L'ébéniste va travailler du plaquage, va faire de l'ameublement, du mobilier, mais ça va très souvent être dans du très haut de gamme, du très précieux, avec des. En général, voilà, ça va être la différence qu'on fait. Il va travailler du plaquage et le menuisier non. C'est pour ça qu'un ébéniste peut faire ce qu'un menuisier fait, parce que c'est au niveau du mobilier, etc., au niveau de la fabrication, au niveau du design, du concept, etc. Un menuisier va pas souvent pouvoir faire ce qu'un ébéniste fait. Pour ça que souvent un ébéniste et un bon menuisier, l'inverse, c'est pas trop le cas. Voilà. Ok, super intéressant. Comme ça, on a vraiment une idée. Voilà, vous avez l'idée. Du panel. C'est ça, c'est ça. Du coup. Exactement. Donc, vous l'avez dit, du coup, un métier très créatif. Vous, particulièrement, comment viennent les idées? C'est souvent un client qui commande ou est-ce que, du coup, vous avez aussi partie, vous, création que vous vendez Alors, c'est les deux. On travaille, donc on a notre atelier, il est séparé en deux, vraiment avec du coup plus la partie menuiserie où on va fabriquer du mobilier, etc. Qui est du coup à la demande de nos clients en général qui vont nous demander tiens une table, une console, quelque chose, voilà, souvent un truc vraiment fait sur mesure. Et on va avoir une partie de série, là où on va produire plutôt de l'objet. Donc nous on est spécialisé dans les accessoires de jeux de société, jeux de rôle, TCG, donc jeux de cartes, wargaming et les choses comme ça, où on va produire vraiment des séries qui vont être toujours les mêmes identiques, etc. Et aussi du sur-mesure, donc pour des clients qui ont vraiment une envie particulière, que ce soit dans la marqueterie, dans de l'objet très particulier pour ce genre de niche-là. Et nous, on est spécialisé dans l'objet. Mais il peut y avoir les deux, on peut être amené à faire les deux. Donc, voilà. Super intéressant, du coup, avoir la double c'est ça, on fait un peu de tout. On fait un peu de tout. On peut être amené à faire des meubles et de l'objet en série et de l'objet en sur-mesure, etc. On ne fait pas de meubles en sur-mesure, en série. Oui. Voilà. Et j'imagine que en termes de délai de fabrication, ça dépend vraiment sur le type d'objet sur lequel vous êêtes, en fait, j'imagine. C'est ça dépend. Voilà, sur le délai de fabrication, en général, on essaie de travailler à flux tendu. Donc, quand on a une commande, on la fabrique. On essaie de pas faire trop de stock. Ça nous permet déjà de maintenir des coûts de production assez bas. Et puis aussi d'éviter de produire à outrance. Parce que nous, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. C'est une démarche aussi pas écologique, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. C'est pas, ça reste des enjeux auxquels on essaie de faire attention. On est plutôt jeune, dans une génération assez jeune, autour de la vingtaine, trentaine. Donc, c'est des dynamiques, surtout quand on utilise un médium comme le bois, qui peut être vu comme quelque chose d'assez couper des arbres, etc. Nous, on essaie de faire attention au niveau de la traçabilité du bois. On n'utilise pas d'essences qui peuvent être protégées, des choses comme ça. Donc, on fait attention. Et voilà. Nous, on a de la chance parce qu'on travaille un matériau qui est régénératif, par excellence. C'est-à-dire qu'on peut toujours planter des arbres. Renouvelable. C'est facile. C'est un matériau renouvelable, le bois, dans une certaine mesure, évidemment. Mais ça nous permet effectivement de produire. On fait attention. La façon dont on produit, pas à outrance. On ne veut pas inonder. On veut rester dans des séries à flux tendu dans la mesure du possible. Voilà. C'est le côté un peu indépendant, puisque du coup, vous êtes indépendant. Tout à fait. Et donc, ce métier-là peut aussi être fait de manière salariée, j'imagine. Oui, complètement. Moi, j'ai vraiment commencé dans le salariat. J'étais ébéniste dans une entreprise qui faisait de l'ébénisterie, de la menuiserie, ébénisterie, agencement. Donc, on avait un petit peu toutes les casquettes. On allait partout. Donc, j'ai eu de la chance de pouvoir voir. C'était vraiment du luxe, voire ultra luxe. Donc, c'était le but, c'était de pouvoir faire un peu de tout, et j'ai eu la chance sur ça. Donc on peut être salarié, la plupart du temps on est salarié. Dans ébéniste, la plupart du temps, je pense que les ébénistes ont tendance à être quand même sur de l'indépendant, parce que ça reste un métier d'art, et les métiers d'art indépendants, c'est quand même quelque chose de particulier. Enfin, ça reste quand même une branche de métier qui est plutôt indépendante. Mais on peut être les deux. On peut être amené à être les deux. Voilà. Être les deux, super. Et comment, du coup, c'est une reconversion pour vous. Comment vous avez découvert ce métier-là, du coup? J'ai fait ma reconversion quand j'avais 26-27 ans. Là, j'en ai 30. Et moi, je viens d'une famille de menuisiers ébénistes. Donc, c'était un peu facile. J'ai toujours repoussé le fait de... On se dit souvent, on s'éloigne du métier de nos parents.
Au final, moi, j'ai 2 parents. Mon père a été enseignant dans la cuisine pendant toute sa carrière. Et mon grand frère a été cuisinier. Et moi, ma mère est menuisier ébéniste à la base. Et mon grand-père est menuisier ébéniste, sculpteur et charpentier de marine. Et du coup, moi, j'ai suivi cette voie. Donc, les 2 enfants ont suivi les 2 trucs des 2 parents. Enfin, mais voilà. Et en fait, au début, j'ai fait autre chose. J'ai commencé dans le cinéma. J'étais technicien. J'étais assistant caméra. Je bossais dans la technique dans le cinéma. J'ai fait mes premières études en sortant du bac. J'ai fait ça. Après, c'était assez compliqué comme métier, donc j'ai vite arrêté pour des raisons mentales. Voilà, je me sentais vraiment pas bien dedans. C'est très dur mentalement comme métier, et je voulais pas du tout habiter à Paris. Et du coup, voilà, j'ai voyagé beaucoup après partout dans le monde, etc. pendant 1 an et demi, voilà. Et après, je suis revenu donc à Rennes, là où on est basé actuellement. C'est là où j'avais fait mes études. Donc, on est revenu à Rennes. J'ai rebossé. J'étais game designer dans un escape game. Donc, je fabriquais des salles d'escape game. Donc, c'était génial. J'ai adoré ce boulot. C'était très drôle. Et après, du coup, voilà, après réflexion, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien faire et tout ça. Et je me suis dit, tiens, j'ai bien aimé travailler le bois. J'ai décidé de passer un CAP ébéniste. Et comme celui de ma mère, je me suis dit, tiens, c'est marrant, marcher un peu sur les traces de ma maman. Et ça fait des super discussions à Noël. Du coup, moi, je parle d'ébénisterie avec ma maman et mon grand frère parle de cuisine avec mon papa. Et du coup, voilà, c'est un peu. Voilà. Donc, et puis, c'est cool d'avoir un interlocuteur aussi dans la famille. Enfin, voilà, un interlocuteur avec qui on peut échanger. On est amené à travailler ensemble des fois, donc c'est assez agréable. On se retrouve sur des salons professionnels. Donc, c'est très cool. Voilà. Donc, la reconversion vient un peu de là. Je voulais c'était mi-mois. Parce que je pense que c'est important de pas. Je pense que c'est vraiment important en tant que jeune, etc. De pas foncer vers ce que les parents nous ordonnent ou nous poussent à faire. Et d'essayer de se trouver. Et moi, c'est par pur hasard que j'ai trouvé le métier qui me fait le plus. Je m'éclate le plus de toute ma vie. Par un pur hasard, c'est le métier que faisait ma mère et que faisait mon grand-père. C'est vraiment un pur hasard. Mais quand ça arrive, c'est vraiment cool de pouvoir partager avec professionnellement. C'est assez rare de pouvoir au final partager professionnellement avec ses parents, puisque votre podcast est vraiment sur aussi ça. Et je pense que c'est un des trucs que je peux dire, c'est que j'adore pouvoir partager ça avec ma mère. On peut en rentrer vraiment dans des détails techniques. C'est pas des discussions superficielles. Elle est vastement meilleure que moi. Du coup, j'en apprends beaucoup aussi. Et je suis un ébéniste beaucoup plus moderne que ce qu'elle est. Donc, du coup, je lui apprends aussi. Et dès qu'elle est à la retraite, je l'embauche, quoi, en fait. C'est un peu ce qui a été dénoncé avant. Mais voilà, du coup, c'est très cool aussi. C'est une relation professionnelle avec ses parents qui est saine parce que je ne travaille pas pour ce que je pense qui est la majorité des relations professionnelles entre parents-enfants. C'est je vais travailler pour un de mes parents. Dans l'entreprise d'un de mes parents, dans potentiellement l'éventualité de pouvoir reprendre l'entreprise après, etc. Ce qui est génial, il y a des gens qui s'éclatent de fou dessus. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça, et c'est un peu une alternative, c'est je fais le même métier, mais pas avec. Voilà. Et ça, je trouve ça très cool. Ce qui est génial, c'est que ça montre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, en fait. Voilà, vous avez fait plein de choses avant. Exactement. J'ai essayé de me trouver, j'ai essayé de trouver ce qui me plaît. C'est pas grave de pas savoir. De faire des trucs, de tenter le coup, de se foirer complètement, parce que tous les métiers que j'ai fait avant me servent dans mon métier actuel. C'est ça. Trop bien. C'est jamais perdu. Il n'y a rien qui est jamais perdu. Beaucoup d'amis qui ont fait 1 an de fac de bio et qu'au final maintenant ils font rien à voir avec la bio, mais ça leur a servi, etc. C'est un truc que je retrouve chez tous les jeunes de mon âge. On a la Gen Z, les millennials et tout ça. Ont une manière de travailler qui est vraiment différente de votre génération, la génération de ma mère, la génération, etc. C'est un monde du travail qui change, et c'est un monde du travail qui s'assainit, je pense, un peu. Non. C'est un joli message à passer. Je pose ça là. Qui nous écoutent. Je sais pas quel âge ont les gens, mais je me posais aussi déjà, même à l'école, je m'en souviens au collège, je me posais quand même pas mal de questions sur le monde professionnel qui était assez terrifiant. J'avais pas forcément une bonne relation avec le monde du travail parce que mes parents c'est des gros bosseurs et du coup souvent il y a eu l'amalgame de tiens le travail me vole mon papa ou me vole ma maman ou des choses comme ça. C'est pas de leur faute parce que ça a jamais été pragmatiquement le cas. J'ai jamais eu problème avec ça, mais
ça m'a fait poser question et du coup, je pense que c'est important de se découvrir aussi dans le monde du travail. Clairement. C'est parfait. Et donc, par rapport à votre métier, du coup, quelles sont les qualités importantes que vous diriez qu'il faut avoir justement pour l'exercer? Alors, Outre le côté technique, hein, effectivement, avec le CAP, je pense les qualités de mon métier, ça va être, il y en a 2 que je vais mettre dedans, principales. Ça va être alors, comme la vaste majorité des métiers, comme le mien, ou en tout cas qui ressemblent, c'est la passion. Parce que c'est très dur, et du coup, c'est très dur de le faire sans passion. Ouais. Se lever le matin et avoir pas du tout envie d'y aller, se demander, etc., machin truc. Ça demande, mais c'est un métier passion. Voilà. Donc, de la passion, être intéressé par le métier en lui-même, je pense que c'est une qualité. Quand je rentre le soir, souvent, je vais lire un truc voilà, qui est en rapport avec ça, essayer de m'améliorer, beaucoup de vidéos sur YouTube ou des choses comme ça qui peuvent m'apporter des trucs en plus. Et une bonne dose de précision et de rigueur. Je pense que c'est un métier assez rigoureux. Pourquoi c'est un métier assez rigoureux? Parce que c'est un métier qui demande de la précision. Et la précision, si elle n'est pas à la hauteur, ça se voit. Et comme c'est un métier qui est basé sur ce qu'on voit, enfin sur un produit qu'on montre, etc., on doit être assez rigoureux. Et je pense pour un jeune ébéniste, je ne sais pas s'il y a la démographie de votre podcast, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en cours ou qui se demandent, je sors du bac ou je ne sais pas quoi, ou des choses comme ça. C'est pas grave de prendre le temps de bien faire les choses. Moi, c'est un métier, c'est un truc que j'ai envie de donner à tout le monde aussi. J'ai toujours refusé d'aller vite quand on me le demandait. Parce que j'ai toujours dit, non, je veux faire bien, donc j'exige qu'on me laisse le temps de le faire. Dans toutes mes entreprises, dans tous les trucs. Et on peut éventuellement rentrer en conflit avec les gens qui n'ont pas les mêmes façons de penser, mais je pense que c'est essentiel de dire, j'ai besoin de temps pour appliquer de la rigueur. Et après, avec l'expérience, la rigueur devient rapide. Oui. Voilà. On devient plus rapide, mais c'est un métier où il faut prendre le temps d'être rapide. C'est un peu bizarre, mais il faut prendre le temps d'apprendre à être rapide et de faire d'abord les choses très bien et d'être assez exigeant avec ce qu'on va sortir. Donc moi, au début, j'avais pas encore ce truc-là. Là, je commence tout juste véritablement à l'avoir. Je suis assez jeune dans le métier, au bout de 3 ans, mais je commence à me dire, ok, j'ai raté un petit peu cette pièce-là. Je recommence. Ça m'a pris 3 heures, mais c'est pénible, mais je refais. Parce que j'ai envie, il y a un standard à avoir, il y a quelque chose d'une précision. Et maintenant, je commence à développer des techniques pour aller beaucoup plus vite, etc. Donc je peux, mais rigueur, je pense. Je pense que c'est un peu aussi le propre des métiers d'art, de prendre le temps, de monter en compétences. Exactement, c'est ça. Oui, tout à fait. Les maîtres des métiers d'art exactement. Des années d'expérience derrière eux. C'est ça. Et puis moi, alors, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de maîtres ébénistes, des compagnons, des choses comme ça, des gens qui ont fait du compagnonnage, qui ont fait des tours de France, qui étaient vraiment très très bons dans leur métier et qui, heureusement, c'est vraiment un métier cool où les gens, tous les gens que j'ai rencontrés, etc., sont adorables, ont la passion de partager les choses, ils sont très ouverts sur leurs erreurs, sur leurs trucs, partager ce qu'on fait mal. C'est, je pense, essentiel aussi, et c'est pas grave. La rigueur, c'est pas se détruire la santé et à être perfectionniste. Être rigoureux, c'est pas être perfectionniste. Être rigoureux, c'est juste prendre le temps de le faire bien, ou à défaut de le faire au mieux possible. Parce que des fois, on a quand même des contraintes de temps, faut pas. Surtout quand on est salarié en entreprise. Ça reste une entreprise commerciale. On a et j'ai eu de la chance dans mon entreprise, avant, d'avoir un peu les deux. C'est-à-dire qu'on avait des contraintes temporelles, mais notre chef d'atelier était exceptionnellement bon, vraiment quelqu'un de très bon, de très gentil, un très bon manager aussi dans la majorité des cas. Et donc, il acceptait, et il comprenait, c'était le premier à faire tampon avec un peu la direction, etc., à dire non, les choses ont besoin d'être bien faites. Il y a un standard. On travaille dans le milieu du luxe. Donc, ce qu'on doit produire, ça prend du temps parce que c'est bien. Et c'est comme ça. C'est juste comme ça. Donc, ça veut dire que nous, nos clients, on le fait avec bienveillance, évidemment. On leur dit, ça nous prend du temps parce que ce qu'on veut vous fournir, c'est tout là-haut. C'est le top du top.
et on fait le mieux qu'on peut. On fera toujours le mieux qu'on peut. On fera jamais par-dessus la jambe, etc. On préfère prendre le temps et faire bien. Et c'est ça la rigueur. Je pense que la rigueur, c'est pas du perfectionnisme. C'est faire le mieux possible avec ce qu'on a et prendre le temps. Voilà. Ça, c'est chouette. Voilà. S'il y a des enfants qui se reconnaissent dans le caractère. C'est ça. Faut pas se mettre la pression. Un métier pour vous. C'est ça. Faut pas se mettre la pression. Mais même, je pense, dans l'école, des choses comme ça, faut pas se mettre la pression. Et parce que ça peut emmener vraiment sur du stress ou des choses comme ça qui sont pas nécessaires. Faut faire les choses bien, prendre le temps de les faire et demander qu'on vous laisse le temps de faire les choses bien. C'est-à-dire c'est pas il y a des contraintes de temps qu'il faut quand même assumer, mais je pense qu'il y a un juste milieu. Il faut demander à prendre le temps de faire les choses, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment tout doit aller instantanément vite, etc. et machin. Non, il y a des trucs qui sont chronologiquement incompressibles. C'est-à-dire que le temps sera toujours le même pour être fait. Et faut prendre le temps de le faire. Que ce soit à l'école, en cours de mathématiques, faire une addition, une soustraction, pour certains, ça prend plus de temps et c'est pas grave. Faut demander de prendre le temps parce qu'on a envie de comprendre et on a envie de faire bien. Voilà. C'est peut-être aussi une idée qu'il y a derrière. On peut peut-être détailler, expliquer ce qu'est le compagnonnage du coup, en termes de métier. Alors, je suis pas compagnon, mais alors le compagnonnage, non, mais du coup, pour les enfants, ça peut aussi être une voie, c'est une porte parce que c'est quelque chose qui peut se commencer assez jeune. Je crois que c'est 13 ou 14 ans, un truc comme ça. Je suis pas sûre. Ça, j'en ai côtoyé, mais je suis pas compagnon moi-même. Donc le compagnonnage, en fait, c'est un des plus vieux, carrefours, on va dire, un des plus vieux carrefours / associations de formation des métiers manuels en France. Donc c'est très ancien. Je ne sais pas si c'est 200, 300 ou 400 ans que ça existe, quelque chose comme c'est dans les centaines d'années. Et ça va regrouper, donc c'est comme une association d'intérêt général qui est subventionnée par l'État et les entreprises et des choses comme ça. Et ça forme les jeunes à devenir, donc des jeunes au plus bas niveau possible au plus haut niveau possible. Il y a plein de différentes façons de le faire, mais en général, on va appeler ça un tour de France. Donc ça veut dire qu'un jeune va intégrer les compagnons et va bouger dans toute la France. En général, tous les 1 ou 2 ans, je crois que c'est quelque chose comme ça. S'il y a des compagnons qui m'écoutent dans le podcast, ne me lynchez pas. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, donc le compagnonnage, ça peut se faire assez jeune. Et en fait, on va former le jeune à être le parfait débutant au maître compagnon, qui est vraiment le top du top de ce qui peut se faire dans le métier quasiment. Voilà. Ça, c'est au travers... C'est beaucoup de travail, mais il va y avoir des cours théoriques. On va être en entreprise la grande majorité du temps. On va rester 2 ans, je crois que c'est 2 ans, 1 ou 2 ans dans une entreprise. On va passer à une autre, dans un autre coin de la France, etc. etc. Il y a plein de traditions, c'est très traditionnel. Donc voilà, il y a un côté très... il y a un lore un peu, il y a une histoire, il y a quelque chose, plein de trucs comme ça. Et c'est peut-être une porte d'entrée très intéressante vers le métier parce que très tôt, on fait que ça. Et on devient vraiment très bon. Les compagnons sont en général un peu l'exception. Un maître compagnon, voilà, c'est quelqu'un qui devient très bon et qui a appris très jeune, qui a aussi un bon réseau parce que d'autres compagnons, je connais, j'ai fait tout mon tour de France avec telle personne, etc. Souvent, les compagnons deviennent parmi les meilleurs artisans en France, je pense. Et on ne cherche pas vraiment de travail après. On est plutôt appelé. C'est plutôt un peu la voie dorée, j'aurais tendance à dire. Peut-être. Excusez-moi les compagnons, vous êtes un peu bizarres des fois, mais par contre, c'est vrai que voilà, c'est un métier assez traditionnel. Donc, il y a tout cet aspect aussi ancien et de tradition qui se perpétue, etc. Il y a un très beau musée à Tours qui s'appelle le musée des compagnons. Où les gens peuvent aller visiter et on voit toutes les créations. Donc il y a tous les corps de métier, il y a l'ébénisterie, la charpente, la serrurerie, la chaudronnerie, la maroquinerie, il y a vraiment plein de choses et c'est vraiment des artistes dans leur domaine général. Donc c'est-à-dire que les charpentiers vont... Notre-Dame, par exemple, qui a brûlé il y a quelques années, la charpente a été refaite par des compagnons charpentiers, par des compagnons maçons, etc. Donc c'est vraiment du travail très fin, c'est le meilleur dans ce domaine-là, en général, le compagnon. J'aurais tendance à dire. Mais prenez pas la grosse tête. Prenez pas la grosse tête, les compagnons. C'est ça. Doucement, par contre. On peut arriver au même niveau
sans être compagnon. C'est juste que voilà, il n'y a pas la structure derrière, etc. Voilà. Mais déjà, pour se renseigner sur ces métiers-là, le musée là, peut être super intéressant. Déjà pour voir ce que c'est, découvrir les différents corps de métier qu'il y a dedans, les créations très anciennes comme très récentes. Voilà. Là, merci de l'info. Du coup, voilà. Et ben là, on sait bien un petit peu alors, comment on arrive à faire ce métier-là, les études un peu. Si on parle un peu plus dans le métier, est-ce que vous pouvez décrire une journée type, une de votre journée je peux. Alors, la journée type pour un entrepreneur, donc quelqu'un qui est à son compte, va pas être la même que quelqu'un qui est un salarié. Voilà, je peux faire très rapidement, mais un salarié, il va commencer à l'heure que l'entreprise lui indique, finir à l'heure que l'entreprise lui indique, travailler sur des chantiers qui vont lui être donnés par en général le chef d'atelier. Tiens, aujourd'hui tu vas faire ça, pendant 3 semaines tu vas être sur ce truc-là, etc. L'auto-entrepreneur, il a un peu toutes les casquettes. Donc pour moi, par exemple, je vais faire le lundi matin. Alors c'est un avantage et c'est aussi quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de pouvoir faire mes horaires. Donc ça veut dire, je peux, si je veux, commencer à 11h. Ça m'arrive rarement, mais commencer à 11h, finir à 23h, commencer à 6h et finir à 23h, commencer à 9h, finir à 18h. Je peux un peu faire ce que je veux. Là, en général, je suis plutôt sur un 9h, 18h assez classique, avec une pause le midi que je peux ajuster comme je veux, à l'heure que je veux. Mais une journée type, ça va être souvent sur être un peu pareil qu'en salariat. En vrai, j'ai des commandes, j'honore les commandes, ça dépend le temps que ça va prendre. J'ai des commandes à faire aussi, des commandes de l'achat à faire pour du matériau, vérifier mon stock de bois, de plaquage, de consommables, scotch, colle, etc. Outillage, faire de l'entretien, beaucoup d'entretien, d'outillage aussi. Mais voilà, ça va être la journée type est très variable selon là où on est. Le salariat, ça va être plutôt un peu classique, un peu pas plan-plan parce que c'est un peu cool d'avoir un cadre aussi, mais on va être sur des horaires fixes et travailler sur un chantier pendant 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois selon la complexité, des fois à plusieurs, des fois tout seul. On a fini, on passe à un autre chantier et ainsi de suite. Voilà. Nous, ce qui est cool aussi, c'est que nous, on design nos propres produits. Donc, on a la partie design, donc dessin. Des fois, je sors une feuille, un papier, un crayon, je dessine, je fais un croquis, je le passe sur un logiciel 3D. Donc, il y a plein de trucs. Voilà, on est 2, donc on réfléchit à 2. Mais il y a une partie design, une partie production, une partie communication aussi. Donc, on doit faire des photos, gérer des réseaux sociaux, des trucs comme ça. C'est un peu mais c'est plus dur parce que du coup, quand tu es salarié, les erreurs sont absorbées par l'équipe, absorbées par le management. Voilà, on n'a pas à réfléchir de savoir si on va avoir assez de vis pour finir notre projet. On va dans le stock, on récupère des vis et puis voilà. Mais nous, il faut penser on va avoir besoin d'un tel nombre de vis. Ah, j'en ai plus, il faut que j'aille en racheter. Tiens, on n'a plus de bois, c'est catastrophe, faut aller en chercher en vitesse à notre fournisseur. Voilà, c'est un incendie perpétuel qu'il faut éteindre un petit peu au fur et à mesure. Mais on prend plaisir à le faire. C'est ça. On est stressé, mais on aime bien. C'est un peu de tout, voilà. Donc voilà, la journée type plus ou moins, il n'y en a pas vraiment quand on est auto-entrepreneur, des journées type. Oui, voilà. Et du coup, quand même du temps, vous avez un atelier, j'imagine, du coup. Oui, c'est ça, on a notre atelier. Voilà, donc on a 60-70 mètres carrés qu'on peut étendre dans les prochains mois peut-être. Puis on a notre atelier, donc voilà, on commence à avoir une bonne organisation de l'atelier, donc on a des machines. On va être amené à utiliser plusieurs machines qui peuvent être rapides, dangereuses, plein de caractéristiques, plein de machines pour plein d'opérations différentes, pour fabriquer les pièces, pour fabriquer des assemblages, des choses comme ça, voilà. Des outils à main aussi, des outils manuels assez anciens, le ciseau à bois, par exemple, c'est un outil qu'on entend souvent pour tous les métiers du bois, le ciseau à bois. Donc voilà, il faut entretenir les ciseaux à bois. Il y a plein de règles de sécurité avec le ciseau à bois, des scies à la main, des rabots, des choses comme ça qui peuvent être. On a des opérations qui sont les mêmes depuis 500 ans, qui seront toujours les mêmes. C'est un métier qui ne changera pas avec les intelligences artificielles. On devra toujours passer 8 heures à affûter son rabot, ses ciseaux à bois, etc. Ça ne changera pas. Donc voilà. Mais voilà. Il y a quand même des choses qui changent puisque vous parlez de logiciels 3D pour le design. Voilà, on est quand même amené dans la modernité à gagner du temps sur pas mal d'opérations. Donc voilà, que ce soit sur certaines machines qui vont faire des choses plus rapidement que ce qu'on ferait si on le faisait à la main. Voilà, les logiciels 3D qui nous permettent de gagner du temps, de la clarté, de l'organisation, etc. Ça,
on les accueille à bras ouverts parce que c'est ça qu'on leur demande. La modernité, c'est fait pour gagner du temps sur certaines opérations. Mais c'est pas fait pour enlever l'âme du truc. C'est pas parce qu'on passe... prendre le geste, en fait, ce que Exactement. vous avez pris... C'est pas parce que par exemple, je vais faire un petit aparté sur l'IA. C'est pas parce qu'on demande à l'IA de nous aider à organiser un processus, par exemple, que c'est un travail qui est fait par l'IA. L'IA, pour moi, c'est un outil dont on se sert. Ça serait mentir que dire qu'il n'y a aucun ébéniste qui se sert de l'IA. Pas l'IA générative pour nos designs ou nos concepts, etc. Mais par contre, de l'IA pour aider sur des processus organisationnels, nous aider à produire des campagnes marketing ou des choses comme ça où elle est douée. Et c'est pas, on n'enlève pas le l'âme de notre métier. On gagne du temps. Et le temps, surtout en entrepreneur, c'est du gain, c'est de l'argent qui nous permet de vivre et de faire fonctionner l'entreprise. Et l'IA, elle est très intéressante sur ça. Ça reste un outil qui est précieux, qui est utile, qui est de mieux en mieux, etc. Mais et pareil dans les études, ça sera toujours un outil qui permet de gagner du temps sur des tâches qui n'ont pas vocation à exister véritablement et qui sont juste des plaies. Mais c'est pas quelque chose qui va nous donner une réponse instantanément, automatiquement, etc. Mais voilà, on a des outils modernes, mais avec des techniques qui sont traditionnelles et les mêmes depuis 500 ans. C'est chouette de mixer. Voilà, on mixe les deux et je trouve ça très cool parce que moi je suis quelqu'un d'assez technophile aussi, donc j'aime bien les petits trucs. Tiens, j'ai trouvé la petite machine un peu inconnue qui va nous faire le petit machin un peu pénible à faire à la main. Et coder, moi je code un petit peu, donc coder des accessoires, des outils, des choses comme ça qui peuvent être, donc c'est des compétences en plus à développer ou des trucs comme ça. Et donc c'est un peu, c'est multicorps de métier. Oui, voilà. Comme vous le disiez, de toute façon, c'est des compétences acquises au fil de l'eau. Du temps. Pas forcément se cantonner. Ça, c'est un peu le couteau de suisse. Qui nous écoute, pas forcément se cantonner à faire. Non, il y a plein de domaines. C'est très, je pense moi, ce que j'aime bien dans ma vie professionnelle, c'est justement quand je me souviens, on m'appelait souvent sur le couteau suisse. Je pouvais faire un peu de tout. Un peu de tout. Voilà, il y a un super adage, alors c'est en anglais, mais il y a un adage qui dit Jack of all trades, donc un peu le joker de tout, le gars qui peut un peu tout faire. Et donc c'est Jack of all trades, master of none, donc le maître de rien. Donc je suis exceptionnel dans aucun domaine, je peux un peu tout faire moyennement. Et alors il y a la suite de l'adage qui dit but better than master of none, donc mieux que d'être maître en rien du tout. Et du coup, c'est un peu moi, mon parcours professionnel, c'est ça. Je suis vraiment exceptionnel dans aucun des domaines, même mon métier actuellement. Mais je peux en faire correctement plein d'autres. Et je trouve ça trop cool parce que ça me permet de faire plein de choses, de découvrir plein de nouveaux trucs. J'ai pas un métier, j'ai l'impression, même juste à 30 ans, j'ai l'impression d'avoir 1500, d'avoir fait plein de trucs et tout. Et d'être médiocre dans beaucoup de domaines. Médiocre, c'est pas un mot péjoratif. Mais non. Médiocre, ça veut juste dire moyen. Et moyen, c'est pas nul. Médiocre, on utilise le mot médiocre parce que ça sonne péjoratif. Mais dire à quelqu'un, t'es médiocre dans ça, c'est pas forcément lui dire qu'il est nul. Ça veut dire qu'il dit, tu te débrouilles, ok. Voilà. Mais justement, ça peut être un très bon conseil parce que voilà, les jeunes qui nous écoutent environ une dizaine d'années, jusqu'à 14-15 ans, donc du coup, on sait pertinemment que le monde du travail sera pas le même que celui qu'on connaît actuellement, en fait, quand eux vont être en âge d'arriver. Et ça peut être des jolies évolutions en se disant, voilà, en fait, il faut être multitâche et faire plein de choses. Et c'est se cantonner à un métier. C'est pénible de faire le même truc comme nos parents l'ont fait, le même métier dans la même entreprise pendant 50 ans. Alors, il y en a qui adorent ça et je comprends parce que du coup, il y a une sensation de stabilité. C'est même pas une sensation, c'est la vérité. On a une stabilité, on connaît notre métier sur le bout des doigts, on n'a pas de stress parce qu'on connaît, on sait faire et on veut prioriser nos hobbies, par exemple, les choses qu'on a à côté du travail, etc. C'est trop cool, c'est trop bien. Mais il faut avoir le choix. Et ça, alors c'est un privilège aussi d'avoir le choix de choisir, d'avoir des parents qui peuvent nous accompagner dans tel ou tel domaine, d'avoir la liberté, que ce soit financière ou culturelle, même d'avoir le choix. Moi, j'ai eu énormément, c'est un grand privilège, j'ai eu énormément de chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit, vous faites le métier, à nous deux, avec mon grand frère, à nous deux, vous avez
tous les métiers du monde, vous pouvez faire ce que vous voulez. On veut juste que vous ayez le choix de choisir. Et ils ont taffé toute leur vie pour qu'on ait le choix de choisir le métier. Et quand j'ai fait mon école de cinéma et que j'ai arrêté le cinéma après, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Tu dois travailler, par contre, pour subvenir à tes besoins, mais on te soutient, peu importe ce que tu vas décider de faire. Tu veux voyager 1 an et demi, fonce, découvre les trucs, fonce, bosse, va, file, fais tes trucs. Et nous, on te soutient. Que ce soit psychologiquement, que ce soit dans les trucs, on sera tout. Et c'est super important, ça c'est pour les parents, s'il y en a qui nous écoutent, c'est de faire en sorte que votre enfant il puisse se planter dans son choix de carrière. Ça ne veut pas dire qu'il va finir sous un pont après. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé forcément de faire un bac S alors qu'il n'en a pas envie et que c'est un gars qui écrit ou une fille qui écrit magnifiquement bien et qui serait tellement heureux d'aller en L et que ce serait la différence entre une scolarité triste et stressée et une scolarité brillante en fait dans des matières littéraires qui sont pas bouchées. Il faut juste leur laisser le choix et leur apprendre comment travailler dans ce domaine-là, dans le domaine qu'ils choisissent. Ça, c'est un seul truc que je peux dire avec mes parents, c'est que moi, mes parents m'ont fait ça et j'ai une vie incroyable professionnellement qui a été faite de moments de galère et de moments de pas galère du tout. Et que ça m'a fabriqué un peu aussi une vie professionnelle qui est cool, quoi. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait des trucs super stressants. Là, maintenant, des trucs super stressants et des trucs super cool où je me suis éclatée. C'était rigolo. J'aime bien rire en général dans la vie. J'aime bien rire au travail. Je trouve que c'est essentiel. Mais voilà, c'est mon petit conseil aux parents. Donnez le choix. Laissez le choix à vos enfants de faire ce qu'ils ont envie de faire et laissez-les la liberté de se planter royalement. Mais d'être là pour eux. C'est apprendre. D'être là pour eux. Voilà, d'être là pour eux. Ils ont envie d'aller dans une école de ballet ou d'opéra ou d'un métier artistique. C'est de faire du graphisme, même dans la situation actuelle avec l'IA, etc. Laissez-les y aller, découvrir un métier, peut-être devenir exceptionnel dans ce métier-là et être richissime, peut-être pas, mais d'y aller et de les soutenir quoi qu'il arrive. Voilà. Très joli message. Voilà, je sais pas si ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Mais je suis pas parent. Mais c'est un retour d'expérience d'avoir des parents qui ont soutenu, pas forcément financièrement. C'est pas distribuer le pognon. Voilà. C'est pas distribuer le pognon. Tiens, vas-y, fonce, on paye tout. Non, mais dans les choix en fait. Dans les choix et de soutenir le maximum de ce qui est possible d'être fait et juste d'être cool dans les choix de la vie de tous les jours et de la vie personnelle, de la vie professionnelle, c'est pareil. Je trouve à titre perso. Que c'est important. Ça fait des enfants surcompétents dans plein de domaines et qui n'ont pas peur de tester des nouveaux trucs, donc qui n'ont pas peur de se planter dans la vie. Et c'est essentiel de ne pas avoir peur de se planter dans la vie parce que ça permet de faire plein de trucs, quoi. Alors, ok, c'est galère pendant des mois, des années, peut-être des fois pas du tout. On réussit du premier coup, mais c'est cool. Sinon, on s'embête. Mais c'est ça. C'est un peu le défaut de l'éducation en France, de toutes les scolarités, c'est qu'on a peur de l'échec, en fait. Mais exactement. Avoir peur de l'échec, au contraire, c'est là où on apprend. C'est ça, c'est là où on apprend et pour m'être planté royalement à de multiples reprises. C'est pas la fin des haricots. On peut. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé cette expression de fin des haricots. Je viens de prendre 25 ans, c'est terrible. Mais avec tout mon respect évidemment pour les gens qui ont plus 25, plus 55 ans évidemment. Mais enfin bref. Du coup voilà, laisser le choix parce qu'ils peuvent finir ébénistes et être très heureux, même s'ils sont stressés. Ou ils peuvent être comptables et être très heureux, ou ils peuvent être ébénistes et malheureux et se dire tiens, je vais changer parce que le métier m'embête et je vais passer sur autre chose et hop, let's go, quoi. Essayer des trucs, se planter, c'est cool. Faut pas les forcer à être médecin, à être avocat, à être machin. S'ils savent pas, c'est pas grave, ils trouveront, à un moment donné, ils trouveront. Enfin, et s'ils trouvent pas, faut les envoyer sur plein de trucs et faut taper large dans tout. Et il faut écouter notre podcast pour découvrir plein de métiers. Exactement. Il y a plein de métiers importants. Il y a plein de métiers que il n'y a pas de forcément du coup. Ça, il n'y a pas de sous-métier aussi. Je pense vraiment que c'est une vraie bonne phrase, ça.
On l'a dit souvent, il n'y a pas de sous-métier, machin truc. Et c'est un peu vrai. Ouais. C'est un peu vrai. Il n'y a pas de métier nul, pourrave. Il y a toujours un métier, il y a toujours quelqu'un qui va kiffer faire ça et être exceptionnel dans ça. Et ça va être, parce que ça va être toute sa vie, ça va être son truc. Putain, j'adore ça et tout, c'est génial. Ouais. C'est Et super. on en revient à la passion dont vous parliez au début. Exactement. En fait, voilà, le métier passion. On a tous quelque chose qui va nous passionner et qui ne passionnera pas quelqu'un d'autre, en fait. Exactement. Alors après, un métier, pas forcément besoin d'être une passion, parce qu'une passion, ça peut tout à fait être un hobby. C'est très dur de vivre d'un métier passion souvent, mais c'est pas impossible, mais c'est quand même des difficultés. Mais voilà, on peut. Il y a toujours pense, voilà. Je pense qu'il y a toujours, il faut décorréler aussi, je pense qu'il y a toujours des tâches qu'on aime plus ou moins. D'ailleurs, on va voir ça avec le vôtre, du coup. Oui, tout à fait. Un peu les plus, les moins du métier. Moins, ça j'en ai plein. Alors, si on détaille un peu, alors on commence par les plus et puis on dira les moins de près, du coup. Les plus, je dirais que alors pour le métier d'ébéniste, marketeur d'art en tout cas, les plus, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Ouais. On est encouragé à faire un peu ce qu'on veut. On est encouragé à créer son univers, un univers visuel. On est encouragé à travailler avec des matériaux nobles, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, pour des clients souvent prestigieux, pour des endroits prestigieux. On peut être amené à faire des trucs super intéressants techniquement, etc. Donc ça, c'est les plus. Je dirais que c'est un métier très cool. On peut gagner exceptionnellement bien sa vie. On peut être vraiment riche avec ce métier si on veut. Je dis riche, mais on peut gagner très bien sa vie avec ce métier si on veut. Voilà, c'est une possibilité. Et on peut, dans les négatifs, dans les points, je dirais, qui sont des choses moins fun, le ponçage. Ah oui. Si dans les parents, il y a des gens qui sont menuisiers ou charpentiers ou qui travaillent le bois en général, le ponçage, c'est tout. Le ponçage, voilà. Très long, c'est très pénible, c'est un peu la partie la moins préférée. Ça peut être vraiment très long. Pareil, toutes les tâches un peu répétitives qui peuvent arriver, les tâches très répétitives ou quoi. Et voilà, je pense que on est, ça peut être stressant parce que on a fait une erreur, on n'a plus le temps, faut être un petit peu débrouillard aussi pour régler les problèmes. C'est un métier où on devient meilleur à cacher ses erreurs, mais on continue d'en faire un peu tout le temps. Et c'est un métier physique aussi. C'est un métier qui peut être un peu physique. On peut être amené à soulever des charges lourdes. C'est un métier qui peut être dangereux. On peut être fortement. On est souvent. J'ai regardé ça hier soir. Je crois qu'on est aux alentours de 6 000 ou 7 000 accidents du travail. Ça se trouve, je me plante. Et je crois que c'est aux alentours de 6-7 000 accidents de travail qui arrivent par an dans ces corps de métier, menuisier et ébéniste, confondus. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui a tendance à diminuer avec le temps, vu que la modernité apporte beaucoup de sécurité aussi dans les machines, etc. Mais un accident, c'est vite un doigt coupé, une main coupée. Faut pas faire peur, évidemment. Non, mais ça arrive. Plus on est vigilant, plus on a moins de chances de se blesser. Mais voilà. Il y a des points négatifs. Il y en aura un point positif peut vite se transformer en point négatif. Je parlais de la créativité et du choix. Des fois, être créatif, quand on n'a pas d'inspiration, ça devient une corvée. Des fois, poncer, je sais que j'ai 8 heures de ponçage devant moi. Je mets une musique, je mets un podcast, il y a un côté assez apaisant. Et hop, j'y vais et ça me fait du bien mentalement à ce moment-là. Donc, il peut y avoir des points ça peut être variable, mais il y en a. C'est un métier aussi dans les points négatifs. Donc, ça peut être physique, donc on peut être amené à porter des choses lourdes, on peut être amené à faire beaucoup d'heures, on peut être amené à faire des tâches répétitives, on peut être amené à se blesser, etc. C'est un métier, je trouve, qui a tendance à beaucoup se féminiser aussi avec le temps. Et c'est super, surtout dans les métiers. C'est un métier du bâtiment. On est assimilé au bâtiment. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. je me dissocie. Non, c'est pas de l'élitisme, c'est une blague. On est assimilé au métier du bâtiment en tant qu'ébéniste. Peut-être pas en tant que marketeur d'art, mais en tant qu'ébéniste, oui. Parce qu'on peut être l'un ou l'autre, et l'un et l'autre, comme moi. Et c'est cool parce que c'est un métier qui a tendance à se féminiser beaucoup. Et donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec plein de femmes
qui adoraient leur métier, qui étaient tombés dans des entreprises sans problème par rapport à ça, etc. Ah. Donc, c'est un super truc. Et marketeur d'art, je crois qu'il y a presque une parité. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais je crois que la dernière étude était de 2016 ou 2015, quelque chose comme ça, où il y avait eu une étude sur la parité. Et je crois qu'elle a encore augmenté. J'aurais tendance à dire que c'est un métier qui se féminise beaucoup. Donc, les filles, n'hésitez pas à faire ce métier-là parce que c'est un métier d'art. C'est un métier qui peut être un peu physique, mais on n'est pas maçon ou des choses comme ça. Mais les filles que j'ai rencontrées dedans adorent ce taf. Ouais. Elles sont très respectées, elles sont très bien traitées. Genre, je dis ça parce que c'est un métier qui est très masculin et qui peut faire peur. Ouais. C'est de moins en moins le cas, heureusement. Et il y a un métier un peu annexe qui est restaurateur d'art dans le mobilier. Qui est un peu, donc on est ébéniste et on peut devenir restaurateur d'art, donc de meubles anciens, etc. Et celui-là, il est pratiqué par, je crois, 60% de femmes. Pareil pour les luthiers et les luthières qui fabriquent les instruments de musique. Beaucoup de luthières. Je pense que c'est un truc super important à dire pour les parents et même pour les filles qui veulent, qui ne savent pas et qui auraient peur de faire un métier comme le mien. N'ayez pas peur, c'est super cool. Vous croiserez des gens méchants, comme dans tous les métiers, mais il y a beaucoup de femmes qui se soutiennent les unes les autres et il y a beaucoup de... on est tous en train de faire un métier trop cool et souvent, peu importe qui on est, peu importe, je prône pour l'inclusivité de ce métier parce que je pense qu'il y a littéralement aucune raison pour que ce métier soit pas inclusif. Et je pense que c'est un point positif à citer, c'est que c'est un métier assez... il y aura toujours des vieux de la vieille qui supportent pas l'idée que... Mais déjà, ma mère a évolué dans ce métier et a toujours été très respectée. Depuis son CAP ébéniste qu'elle a fait quand elle avait 18 ans, sous la direction de son grand-père en plus dans l'atelier ou même dans d'autres ateliers où elle n'était pas avec la famille ou quoi que ce soit, elle a toujours été très respectée. Elle a toujours, elle a construit sa carrière en tant que femme dans un métier qui est assez masculin, sans problème, alors pas sans problème, mais il n'y a pas autant que ce qu'on peut voir dans d'autres métiers. Oui, c'est ça. Parce que on sera jugé sur la qualité de notre travail. J'espère. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de construire. Donc c'est pour ça que je transmets ça aussi. Mais on va être jugé sur la qualité de notre travail, pas le reste. On peut avoir tout ce qu'on peut être qui on veut, ce qu'on veut, comme on veut, et juste faire des trucs cool. C'est ça. Faire des trucs tout pourra, ça arrive à tous les ébénistes. On se réveille un matin et c'est juste pas le bon jour et tout ce qu'on a réalisé dans la journée est moisi et il faut le balancer et c'est ok. C'est pas grave. Ça arrive. Il y a des jours le lendemain. C'est pas grave, on voit au fur et à mesure et voilà. Mais du coup, je voulais faire une petite aparté. Je comptais le faire du coup sur le podcast. Je pense que c'est important. Mais c'est chouette. C'est une bonne indication pour les. C'est ouvert à toutes et tous et c'est tant mieux parce que déjà c'est tant mieux ou pas, c'est que ça change rien. En fait, ça ne change rien du tout. Et même j'ai tendance à voir quand même plus de rigueur de la part des femmes que j'ai pu croiser dans le travail. Alors je sais pas si c'est encore une fois, c'est un témoignage personnel, donc ça n'a aucune vocation à être une preuve ou être quoi que ce soit. Mais moi, en tout cas, j'ai travaillé avec pas mal de femmes dans le métier qui étaient d'une précision dévastatrice, qui étaient vraiment... j'ai jamais vu personne bosser comme ça. Mon youtubeur préféré est une youtubeuse, je crois qu'elle est australienne, et qui est ébéniste, d'exception, vraiment d'exception, et c'est une des meilleures du monde, je trouve. Et c'est incroyable ce qu'elle produit. Et elle a une précision, mais diablement efficace, et c'est génial. Donc je recommande ce métier aussi à tout le monde. Bien. Eh bien, on a une bonne idée du métier. Merci. Et justement, si on a un enfant ou qui se dit en vous écoutant là, en disant vraiment ça m'intéresse, je voudrais creuser ce. Je suis content si ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Alors, on a déjà dit tout à l'heure le musée de. Alors déjà, le musée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi en tant que parent pour accompagner son enfant c'est facile. Je pense qu'il y a plusieurs petits trucs. Il y a effectivement le sensibiliser à l'architecture. Et des fois, si on est dans une ville qui est culturellement riche, je pense à Rennes, Paris, les grandes villes ou des choses comme ça, passer dans et juste le sensibiliser aux architectures, parce que c'est un métier qui est pas mal lié à l'architecture, à l'art en général.
le sensibiliser à l'art, donc l'emmener dans les musées, tout type de musée, pas que la peinture ou des musées d'art contemporain, des trucs comme ça. Même ça, c'est intéressant, hein, un peu tout. Il y a le musée des arts et métiers à Paris, qui est super intéressant, qu'il faut absolument aller voir. Le musée, il y a tous ces musées-là, le musée des Compagnons, donc à Tours. Il y en a sûrement plein d'autres que j'oublie, hein. Mais c'est des trucs super cool à leur montrer parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants et ça peut être une super porte ouverte. Ah, tiens, regarde, les arches, les choses comme ça, ou simplement le sensibiliser à l'art en général, même si on s'y connaît pas soi-même en tant que parent, ce que je comprends qu'on soit, on peut pas forcément être expert en art, etc. Si s'en approprier un petit peu de l'art, soit en tant que parent, lire un bouquin de temps en temps, on a le temps le soir, peut-être, je sais pas, je suis pas parent, je sais pas si on a du temps encore, je crois que c'est quelque chose de très abstrait le temps quand on est parent, mais se sensibiliser un peu à l'art en général, parce que c'est un truc qui peut vite mener vers ce genre de métier, et moi j'ai eu ça, et je trouve que c'est cool. Mes parents m'emmenaient tout le temps dans les musées, etc. J'en avais peut-être pas tout le temps quelque chose à faire, mais ça a construit une espèce d'esprit un peu critique de l'art. Je suis sensible à l'art en général. Et à tout type d'art. Tout contemporain, architecture, peinture, photo, cinéma, sculpture, ébénisterie, marqueterie, tout ça. Ça peut être un super premier pas. Des musées, des trucs comme ça. Dans un second temps, si un des deux parents a plutôt tendance à bricoler, faire des choses, souvent ça peut arriver, que un des deux parents, toujours confondu, se dit tiens, je fais un truc machin, hop, est-ce que tu veux venir avec moi? Que ça soit pareil, toujours confondu, que ça soit un truc, voilà, tu vois, par exemple, mon grand frère il est père, il a 2 filles, et à chaque fois qu'il fait un truc, il a acheté une maison, à chaque fois qu'il bricole, etc., hop, on y va. Et les deux filles participent, etc. Donc le sensibiliser aussi à régler des problèmes de type bricolage, de type fabriquer quelque chose, de l'engager à créer des choses, et d'être avec lui pour l'aider, lui ou elle, j'entends enfant, hein, l'aider à créer des choses même nulles, hein. Enfin, c'est les arts plastiques, que ce soit de l'art ou des trucs purement utilitaires. Tiens, j'ai besoin on doit faire une nouvelle étagère pour la cuisine ou un truc, quelque chose comme ça. Est-ce que tu veux qu'on le fasse à 2? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu voudrais tiens, je sais pas le faire moi-même. Est-ce que tu voudrais qu'on apprenne tous les deux à le faire? Encore mieux. Le parent se forme avec l'enfant, génial. Trop bien. Ça peut être un truc, donc voilà. Technologie, les vidéos YouTube. Voilà. Donc je vais lui montrer, tiens, regarde ce qu'il fait, ça, tu trouves pas ça cool? Et puis au moment de choisir, je pense que voilà, quand on est enfant, 10 ans, etc., les laisser jouer comme ils veulent, on n'a pas forcément besoin de leur mettre la pression directe, je pense. Expérimenter, quoi. Ouais, si tu veux jouer aux cartes Pokémon, joue aux cartes Pokémon, écoute, c'est pas grave, ça compte aussi, tu vois. Donc, non, mais après, voilà, quand le moment est venu vraiment de choisir, etc., de lui proposer l'option, est-ce que tu voudrais pas faire un métier d'artisanat? Et dans l'artisanat, il y a l'art. Donc, lui proposer quelque chose d'artisanat sans proposer ça comme tiens, je suis nul à l'école, je vais faire de l'artisanat. Bah non, on peut avoir 19,5 sur 20 en bac S, et instinctivement, tous les profs vont dire ah, tu vas faire médecine, tu vas aller à la fac. Bah non, pourquoi? J'ai pas envie. J'ai envie d'être ébéniste. J'ai envie de faire de la charpente. Moi, mon associé a bac plus 7 en mathématiques. Voilà. Il sort de l'école, l'ENS, l'école nationale supérieure, probablement une des meilleures formations du monde de mathématiques avancées, géométrie projective. Il a 2 masters, un magistère, informatique, géométrie, mathématiques. Il est charpentier. Mais c'est génial. Il adore ça. Ce n'est pas parce que vous avez d'exceptionnelles notes dans une matière, etc., et que les profs, le conseiller d'orientation, qui est un faux métier, je suis désolé, mais j'ai toujours considéré que c'était un faux métier parce qu'ils n'y connaissent rien du tout. Ils conseillent terriblement mal. J'ai jamais vu quelqu'un qui a dit j'ai trouvé le métier de mes rêves avec conseiller d'orientation. Non. Il y en a sans doute des très bons, hein, désolé pour les conseillers d'orientation, mais voilà. Oui, on va se faire des amis là. On va se faire des amis. Ça existe, il y en a. Voilà, je suis sûr que vous travaillez très bien et que vous avez à cœur de faire le meilleur pour les enfants et c'est très bien. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on a de très bons résultats que l'option artisanat, bac pro, BEP, CAP, BTS, pro, artisanat n'en est pas une. Exactement. C'est un vrai métier qui permet
de gagner sa vie, parfois extrêmement bien et extrêmement vite. C'est-à-dire qu'on peut gagner beaucoup alors qu'on sort du lycée. C'est insupportable d'ailleurs. Voilà. Je vois des jeunes qui ont 20, 21 et qui mettent de côté et qui sont chez genre ils ont tellement de chance. Mais voilà, c'est une vraie option et de leur proposer ça en tant que tiens, t'as peut-être pas envie d'aller faire une fac de bio, tout le monde te dit d'y aller, ou t'as pas envie d'aller faire une fac de lettres parce que voilà, etc. Est-ce que tu n'aurais pas envie d'être ébéniste? Il y a des métiers d'artisanat ou charpentier ou même maçon. Il y a des métiers tous les métiers peuvent être à un niveau normal et un métier d'élite. Il peut être un des meilleurs maçons de France et travailler sur les cathédrales, les musées, les meilleurs bâtiments. C'est pareil. Clairement. Donc, il en fait ce qu'il en veut, le métier après. Ça peut être un super truc. Voilà. Exactement. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que voilà, on a bien résumé. Expérimente. Je fais un disclaimer quand même. C'est vraiment mon expérience personnelle. Ça n'a pas vocation d'être c'est un témoignage. Et tous les témoignages n'ont pas vocation à être une preuve et à être la vraie réalité. Je partage ce que moi je vis, ce que j'ai vécu et mes relations avec les autres gens, etc. du métier. Ouais. Et ce que j'ai tendance à voir. Oui, peut-être mais c'est vraiment l'objet du podcast. Dis-moi. C'est vraiment du témoignage de gens qui sont dans les métiers. C'est vraiment faire découvrir une personne, du coup. Voilà. Aubin. Merci de m'avoir écouté. Le métier d'ébéniste marketing. J'espère que j'ai pas été trop long ou trop pénible ou je me suis trop écarté du sujet, mais c'était un super podcast. Les questions étaient super intéressant. Pertinentes. On va doucement vers la conclusion, du coup. Est-ce que vous auriez 3 mots pour résumer, du coup, votre métier? Ouais, j'en ai. Je vais les trouver. Juste 3 mots. J'aime bien l'idée de résumer un truc comme ça en 3 mots. C'est très dur comme exercice, mais je vais dire cool, parce que c'est un mot qui peut parler je pense aux enfants. C'est cool. C'est passionnant, parce que les deux sont pas pareils. Je trouve passionnant, il y a un truc vraiment dans le cool, c'est assez superficiel, mais c'est important la superficialité, je crois. Ouais. Et passionnant parce que ça fait quelque chose à l'âme, à l'intérieur, au cœur. Il y a un truc de plus profond dans la passion de quelque chose. Et donc c'est passionnant. Et c'est exigeant quand même. Donc ça demande un certain niveau d'exigence qu'on est libre de se donner à soi-même, comme j'ai pu l'expliquer avant. Mais voilà. Donc cool, passionnant et exigeant. Voilà. Ça résume bien, je pense qu'on se dit aujourd'hui. Parfait, ça me va. Est-ce que vous auriez, vous m'avez parlé d'une chaîne YouTube, est-ce que vous auriez peut-être des livres ou des choses à conseiller un petit peu? Alors, pour les enfants, pas tellement. Ouais. Je pense que tous les livres qui touchent de peu près ou de loin à l'art en général sont intéressants à ce moment-là. Mais plus pour la menuiserie ou l'ébénisterie ou tous les métiers du bois, il peut y avoir comment il s'appelle, études de l'ameublement, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a un livre qui faudrait que je le retrouve. On le mettra dans les commentaires. Je pourrais le mettre dans les commentaires, voilà. Qui est assez intéressant, mais purement technique, mais qui aborde aussi le meuble au travers de l'histoire. Donc, c'est un truc que je ne m'étais pas posé comme question, d'où vient la chaise. Mais oui. Donc, chez certaines personnes, on peut s'en foutre. Mais moi, ça m'intéresse. Voilà. Mais voilà, en livre, non, j'ai pas tous les livres d'art à cet âge-là, entre 10 et 15, tous les livres qui ont attrait à l'art, je pense que peuvent être intéressants. Et après, voilà, il y a des livres sur les compagnons, par exemple, sur l'ameublement, sur genre la marqueterie. Il y en a. Moi, j'en ai pas personnellement parce que Internet fait très bien son œuvre là-dessus. Ouais. Mais voilà. On mettra des petites ressources. Voilà, des petites ressources. Et une dernière question, Aubin. Selon vous, quel prochain professionnel on pourrait accueillir sur le podcast? Intéressant. J'aime bien l'idée. Donc, si on reste sur les métiers d'art, par exemple. C'est une super question. Franchement, quelqu'un qui fait un métier, vraiment un artiste, quelqu'un qui fait de l'art,
quelqu'un comme un sculpteur, un peintre, quelqu'un qui fait quelque chose d'assez plastique, qui travaille de la matière, voilà, mais très un peu abstrait, quoi, quelque chose de plus, voilà, un truc un peu plus, parce que moi ça reste aussi un mix entre les deux. C'est ça que j'aime bien, c'est entre l'artisanat et l'art. Là, vraiment un artiste pur et dur. Ça peut être super intéressant, je pense. Quelqu'un qui fait de la peinture. Souvent on dit les peintres, machin. Il y a des peintres qui sont vraiment très bons. Donc un peintre, pourquoi pas, tiens. On va chercher ça alors. Peintre sculpteur. Super. Voilà. Et merci beaucoup, Aubin. Avec plaisir. C'est un plaisir très intéressant. Et puis, je vous dis à bientôt sur le podcast Papa Dis-moi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci à tous. Merci. Et voilà. Cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.